Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors, je me présente. Je m'appelle Alain Tappe. Je suis professeur à l'Université de Montréal depuis de nombreuses années. J'ai même fait la majorité de mes études là, au département d'informatique. J'ai fait aussi des mathématiques à l'Université de Montréal. J'ai commencé ma carrière en faisant des choses un peu ésotériques. Je m'intéressais à la cryptographie, à l'informatique quantique et ces choses-là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire de la recherche dans le domaine, mais il y a quelques années, je me suis pris vraiment une passion profonde et un enthousiasme absolument extraordinaire pour le domaine de l'intelligence artificielle et en particulier là, de l'apprentissage machine et de l'apprentissage profond. J'aime beaucoup enseigner. C'est intéressant pour moi. Il y a beaucoup, c'est une grande salle. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être mon cours que je donne où j'ai le plus grand auditoire. Je trouve ça intéressant. J'ai préparé pas mal de matériel, mais pas trop. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème là, si vous avez des questions à poser. Je devrais être en mesure là, de prendre une minute là, pour répondre. Donc, vous allez voir énormément de matériel durant la semaine. Ça fait beaucoup de choses à apprendre là, en une semaine. Et puis, en plus de ça aussi, si j'ai bien compris, vous avez des formations qui sont très variées. Certains d'entre vous ont plus ou moins de connaissances dans le domaine de l'apprentissage machine ou de l'intelligence artificielle. Okay? Donc, aujourd'hui, vraiment, on va parler des bases. On va parler de l'apprentissage automatique. On va parler de l'aspect de l'intelligence artificielle vraiment où c'est développer les réseaux de neurones et l'apprentissage profond. La présentation d'aujourd'hui, les deux présentations d'aujourd'hui ne sont pas particulièrement techniques, mais j'aimerais ça bien asseoir certains concepts clés, certains concepts importants et vous préparer là, pour le matériel un peu plus hardcore qui va suivre ensuite. Donc, au niveau de l'apprentissage automatisé ou de l'intelligence artificielle, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. OK? On appelle ça des tâches. Là, vraiment, là, il y a des spécialités, si vous voulez. OK? Et donc, on peut s'intéresser à des trucs comme la classification, la régression, ce qu'on appelle en anglais le clustering, le regroupement. On peut travailler sur des modèles génératifs, de l'apprentissage par renforcement. Okay? Tous ces domaines-là ont été touchés de façon directe par l'apprentissage profond, par les réseaux de neurones, mais de différentes façons. Aujourd'hui, je pense que ça va être plus facile de se concentrer un peu plus sur la classification, mais je voudrais passer en revue un peu les différentes tâches qui existent, qu'on peut vouloir résoudre dans le domaine de l'apprentissage automatisé. Évidemment, vous le savez, hein, on parle d'apprentissage automatisé. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à partir d'exemples. Dans le cas de la classification, c'est la tâche qui est on ne peut plus évidente. Ce qu'on a, ce sont des catégories, des cas, des ensembles. Par exemple, ici, des chats en photo et des chiens. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir un système qui va apprendre à faire la classification. Bon, le problème est assez bien posé, mais il faudrait quand même que vous sachiez qu'en 2007, la compagnie Microsoft proposait de faire justement un CAPTCHA, c'est un peu bizarre, là, mais un CAPTCHA, c'est comme un test de Turing à l'envers. C'est ce que vous avez dans vos furteurs Internet pour démontrer que vous êtes un humain. Donc, on vous demande à répondre à des questions. Souvent, ce sont des caractères un peu bizarres qui sont écrits dans une fonte spéciale avec beaucoup de bruit qui a été rajouté par-dessus. C'est pour démontrer que vous êtes humain. Microsoft avait proposé en 2007, ça ne fait pas si longtemps que ça, d'utiliser des photos de chats et des photos de chiens parce que les machines étaient à peu près incapables de différencier des photos de chats des photos de chiens. Bon, aujourd'hui, c'est une tâche assez standard. On peut le faire, évidemment, avec des réseaux profonds. Et j'ai utilisé cet exemple-là pour illustrer le problème de classification. Évidemment, ici, il y a deux classes, mais dans le cas de la classification d'images, par exemple, souvent, dans les compétitions internationales, on va travailler avec 1000 catégories différentes d'images. Okay? Et donc, on peut faire de la classification avec beaucoup de catégories. La régression, c'est plus un problème où, au lieu d'avoir une catégorie, on va avoir une valeur spécifique qu'on veut connaître. Par exemple, quel va être le prix moyen des maisons à une certaine date. Okay? Quelle va être une certaine valeur dans un certain contexte. Dans ce cas-là, on a de la régression.
ce qu'on veut, ce n'est pas une catégorie, ce qu'on veut, c'est une valeur numérique. Là aussi, évidemment, les réseaux de neurones et les réseaux profonds peuvent beaucoup aider. OK? Le regroupement, le clustering, bien là, je l'illustre ici dans un contexte où ce qu'on a, ce sont des nuages de points. OK? Ce qu'on veut faire, en réalité, c'est que là, au lieu d'avoir une tonne de données avec des belles étiquettes, parce que dans les deux exemples précédents, c'est très important. Dans les deux exemples précédents, on a de l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on a des tonnes d'exemples. On a des centaines de milliers, voire des millions de photos qui sont étiquetées pour que le système puisse apprendre. Dans le cas de la régression, c'est la même chose. On a des tonnes de données. Si on s'intéresse, par exemple, à la valeur de la bourse et tout ça, on a des tonnes de données dans le passé où on a les différentes valeurs, avec les différents index et tout ça, où le système peut apprendre. Dans le cas du clustering, ce qu'on a, c'est des données sans étiquette. Et on aimerait que le système, par lui-même, apprenne à regrouper les éléments de façon appropriée. Ça peut se faire avec des algorithmes très simples, un peu naïfs, ça fait longtemps que ça existe, mais on peut aussi pousser ça beaucoup plus loin avec des techniques très sophistiquées d'apprentissage profond. Un truc qui est assez impressionnant, qui est assez récent, ça ne fait pas longtemps qu'on est capable de faire des choses comme ça, c'est au niveau, bon, ça fait longtemps qu'on travaille sur des modèles génératifs, mais ici, ce que je veux vous présenter comme exemple, c'est qu'on voudrait générer quelque chose qui a une certaine distribution. Ça a l'air un peu technique, mais ici, le quelque chose que je veux générer, ce sont des chambres à coucher, des photos de chambres à coucher. Alors, on a un système qui a été entraîné avec des centaines de milliers de photos de chambres à coucher, et on voulait que le système apprenne la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, qu'apprenne à être capable de générer des chambres à coucher qui vont être différentes, distinctes de celles qui sont utilisées pour l'entraînement, mais qui vont avoir le même look. Et avec des réseaux profonds, avec des techniques adversarielles et tout ça, on arrive à entraîner des systèmes qui produisent des chambres à coucher. Ce que vous voyez ici, ça a été généré par le système. Si on grossit, on se rend compte quand même que c'est bizarre. Mais si on regarde à petite échelle, on a le même look que si c'était des chambres. Par contre, quand on grossit, on voit bien que ce n'est pas naturel. OK? Ce ne sont pas des vraies chambres à coucher. OK? Un autre exemple récent, l'apprentissage, peut-être que Myriam a donné ça comme exemple aussi, mais l'apprentissage par renforcement, c'est une technique qui a beaucoup de succès en ce moment. L'apprentissage par renforcement, ce qu'on a, c'est qu'au lieu d'avoir une tonne de données avec des étiquettes, une tonne de données où on a ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chien, etc., des étiquettes, ce qu'on va avoir, c'est un système dans lequel on veut qu'un espèce de robot, une espèce d'entité, une espèce d'agent, apprenne à avoir un comportement qui va maximiser une récompense. Bon, ici, le cas est simple, il s'agit d'un jeu, il s'agit du jeu de Go, un jeu qui existe depuis longtemps, et c'est un jeu qui a été considéré comme extrêmement difficile pour les ordinateurs. Et donc, au niveau des échecs, au niveau du jeu des échecs, on a réussi avec des techniques relativement simples, mais des ordinateurs très puissants de l'époque, à gagner contre les meilleurs joueurs d'échecs. Et les techniques qui ont été utilisées sont assez étrangères à l'idée de l'apprentissage automatisé, sont assez étrangères même, je vous dirais, à ce que moi j'appelle l'intelligence artificielle, mais quand même, ça fonctionnait. On avait réussi, avec des techniques assez intelligentes, à faire un système qui joue aux échecs et qui gagne. Malheureusement, le jeu de Go est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus de façons de jouer, si vous voulez. Le nombre de possibilités est beaucoup plus grand. Okay? Et les systèmes n'arrivaient pas à jouer au Go. Alors, une technique qui a été utilisée très récemment, et ça a surpris la communauté, c'est d'utiliser l'apprentissage profond et des techniques par renforcement. Une technique par renforcement, ce qu'on a, c'est qu'au lieu d'avoir une catégorie, une classe, ce qu'on va avoir, c'est à l'occasion une récompense. Évidemment, vous voyez bien ici que lorsqu'on joue, lorsque le système regarde une possibilité de coup, on ne va pas lui donner tout de suite une étiquette, ben oui, ça c'est un bon coup, ça c'est un mauvais coup, parce que ce n'est pas clair. C'est vraiment juste à la fin de la partie qu'on a la bonne valeur, qu'on sait que, ah, tu as gagné, donc probablement que les coups que tu as joués étaient bons. Okay? Donc, on a une récompense à la fin.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un domaine qui est en pleine explosion et il y avait des gens extrêmement compétents dans le domaine qui pensaient qu'on en aura encore pour 10 ans, voire 20 ans avant de réussir à gagner au Go. Et quelques mois plus tard, Google, avec DeepMind, réussit par un algorithme par renforcement. Et ce qui est intéressant dans la grande réussite au niveau du Go, c'est que les techniques qui ont été utilisées, ce sont vraiment des techniques d'intelligence artificielle, ce sont vraiment des techniques d'apprentissage profond. En réalité, les réseaux neuronaux que vous allez étudier durant la semaine, les réseaux neuronaux qui ont été utilisés pour gagner au Go sont quand même relativement similaires à des réseaux neuronaux qui sont utilisés pour la vision. Okay? Et donc, on voit ici qu'on a un système qui peut être réutilisé. Alors, si on s'intéresse à la classification, pour simplifier les choses, pour voir des exemples, pour comprendre ce qui se passe, bien, si on s'intéresse à la classification, un incontournable de la classification qui est utilisé dans les universités depuis des années et des années, c'est un jeu de données qu'on appelle MNIST. Qu'est-ce que c'est MNIST? Bien, vous le voyez ici. Ce sont des chiffres écrits à la main qui ont été standardisés. C'est-à-dire qu'on les a scannés, évidemment, mais on les a standardisés, on les a centrés, on les a placés correctement pour avoir un bel ensemble d'entraînement. Et donc, MNIST, c'est 60 000 exemples de chiffres. Et ce qu'on voudrait, c'est entraîner un système à faire la classification. On a 10 catégories, les 10 chiffres, et on voudrait entraîner un système à faire de la classification. Les images sont relativement petites. Alors, je les grossis beaucoup ici. On voit ici un 2 écrit à la main. Alors, comment on pourrait entraîner un système pour apprendre à reconnaître des chiffres? Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et au début, ce jeu de données-là, MNIST, c'était un défi. C'était un problème pour l'apprentissage automatisé, pour l'intelligence artificielle, comment on peut reconnaître. Et c'est là vraiment qu'on voit toute la difficulté de résoudre tous ces problèmes-là que les êtres humains arrivent à résoudre de façon assez simple. Le problème, c'est que comment on explique à la machine, comment on va expliquer à la machine que ce paquet de chiffres-là qu'on voit ici, des 0 jusqu'à 255, ce vecteur-là de 780 composantes, là, comment on va expliquer à la machine, oui, mais ça, c'est un 2. OK? Comment on va expliquer? Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites en intelligence artificielle où les techniques consistaient, si vous voulez, à faire des systèmes complexes, des espèces de systèmes avec une expertise qui avait été donnée par des experts pour réussir à résoudre les problèmes. Okay? Mais là, vraiment, depuis quelques années, ce qui est la grosse révolution, c'est on veut que les systèmes apprennent par eux-mêmes, fassent de l'apprentissage automatisé. Et c'est là-dessus qu'on se concentre cette semaine. Donc, on a un paquet de chiffres et si on veut expliquer que c'est quoi un 2, bien, par exemple, dans certains cas, il y a un trou, ici, mais dans d'autres cas, il n'y en a pas. Dans certains cas, on va avoir du blanc au centre, mais dans d'autres cas, on a du noir au centre. Dans certains cas, il y a beaucoup de pixels qui sont colorés noirs. Dans d'autres cas, il y a relativement peu de pixels qui sont colorés noirs. Comment on va expliquer au système? Eh bien, on va prendre 60 000 exemples d'entraînement. On va entraîner notre système avec 60 000 exemples et on va essayer de s'arranger pour que le système apprenne par lui-même. OK? Et là, vous voyez ici, j'ai utilisé une forme différente. Ici, c'est l'étiquette. L'ordinateur, en plus d'avoir l'image, il sait que c'est un 0, un 1, un 2, un 3 pour faire l'entraînement. Et là, ça serait quoi une technique qui pourrait sembler naturelle? Et vous allez être surpris, c'est une technique qui fonctionne bien. OK? Bien, on pourrait, lorsqu'on veut classifier un chiffre, un chiffre pour lequel on ne connaît pas la classe, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement le comparer avec tous les chiffres qu'on a dans notre ensemble d'entraînement, avec les 60 000 exemples. Bon, ça peut être relativement coûteux faire cette comparaison-là, mais pourquoi pas? OK? Et là, si on fait la comparaison, on pourrait conclure, par exemple, que ici, ce qui ressemble le plus à ce chiffre-là, c'est le 2 qui est ici. Et ce 2-là, on sait que c'est un 2. Alors, on pourrait conclure qu'ici, on a un 2. Bon. Mais là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est le même problème que tout à l'heure. Tout à l'heure, je voulais reconnaître les images. Maintenant, je veux les comparer. J'ai changé de langage, mais finalement, comment je fais pour comparer deux chiffres?
hein, pour les comparer informatiquement. Bien, en fait, quand on veut comparer, on peut s'intéresser à des notions de distance. Hein? Est-ce que des choses sont proches ou est-ce que les choses sont loin? OK? Et il se trouve que les notions de distance, ça sert partout en informatique, en sciences, en mathématiques et tout ça. Et la distance la plus simple qu'on connaît, que tout le monde connaît, bien, c'est la distance géographique, la distance euclidienne. OK? Donc, la distance entre A et B, ici, c'est B moins A. OK? Donc, je vais le mettre au carré. Vous connaissez la distance en dimension 2, hein? Même si vous n'avez pas fait des hautes études en mathématiques, c'est le genre de concept de base qu'on connaît. Hein? La distance, on a une belle formule. En dimension 3, on a une belle formule aussi pour faire la distance géographique. Bien, en informatique, on a de l'imagination. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000 dimensions, ça ne change rien. On veut généraliser. Donc, si on a une distance en 3 dimensions, on peut avoir une distance en 4 dimensions, puis en 5 dimensions, puis en 10 dimensions, et pourquoi pas en 784 dimensions. Pourquoi j'ai choisi 784? C'est parce que mes images de chiffres de MNIST, toutes ces images-là que j'ai, ce sont des images de 28 pixels par 28 pixels. Donc, ce sont des images qui sont faites par un vecteur de chiffres de 784 chiffres. OK? Et donc, aussi étrange que cela puisse paraître, on peut calculer la distance géographique, la distance euclidienne, dans un espace à 784 dimensions entre 2 images. Et lorsqu'on calcule la distance, ici c'est vraiment la distance euclidienne, je l'ai calculée réellement, on voit que dans certains cas, la distance est plus faible que dans d'autres. Bien, ici, et j'ai eu de la chance, il se trouve qu'avec les images que j'ai choisies, la distance la plus faible, c'était effectivement le 2. OK? Et donc, finalement, ici, on a une technique simple qui permet de faire de la classification. Cette technique s'appelle le plus proche voisin ou les plus proches voisins. Ça dépend. On peut raffiner la technique un peu. Et c'est une technique qui est très simple au sens où il n'y a pas réellement d'apprentissage. Ou, si vous préférez, tout ce qu'on fait, c'est qu'on apprend par cœur l'ensemble d'entraînement. On le stocke dans la machine, on le garde. On ne fait aucun traitement particulier. On n'a pas de modèle là, ésotérique ou intelligent de l'univers. On va juste stocker tous les exemples. Et ensuite, on pourra, en comparant avec tous les exemples qu'on a stockés, savoir de quoi il s'agit. Et si on fait le plus proche voisin, aux surprises, on arrive à classifier des nouveaux exemples avec un taux d'erreur extrêmement bas. Extrêmement bas. OK? Bon, il y a plein de problèmes avec cette technique-là. OK? Le premier problème, c'est que ce n'est pas très efficace. Hein? Il faut comparer avec les 60 000 exemples. OK? Plus on a d'exemples d'apprentissage, plus notre système devient lourd. Ben, il devient meilleur aussi. OK? Bon, en principe, ce genre de technique-là, si vous avez une infinité d'exemples, c'est une excellente technique en théorie. Okay? Mais en pratique, c'est assez problématique. Et aussi, on va avoir un gros problème à savoir quel genre de distance on va choisir. Tout le problème devient de choisir la bonne définition de la distance. Okay? Mais là, j'aimerais parler de trucs qui sont un peu plus... on va faire un peu plus d'apprentissage automatique maintenant. Donc là, je vais vous présenter une technique qui va servir aussi à faire la classification. Mais dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller avec l'exemple le plus semblable, on va vraiment essayer de modéliser l'ensemble de données. On va vraiment essayer d'apprendre des caractéristiques de notre ensemble de données. Qu'est-ce qu'on a comme ensemble de données ici? C'est un ensemble de données que j'ai inventé. Okay? Il s'agit de modéliser la diligence, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, un certain client dans une banque va oui ou non payer, par exemple, son prêt hypothécaire. OK, tout simplement. Donc, le genre de truc là, qui intéresse plein de gens là, en apprentissage automatisé, on a des jeux de données, on veut classifier, savoir bon, mauvais, oui, non, acheter, vendre, etc., de la classification, et on a une tonne d'exemples pour entraîner le système. OK? Alors ici, les exemples que j'ai l'âge, le salaire et le nombre d'années de scolarité, et j'ai si oui ou non le client était diligent. Bon. Et là, on voudrait apprendre à partir de ces données-là à modéliser le système.
OK? Encore une fois, ce sont des données que j'ai inventées de façon pédagogique pour vous les présenter ici. Je n'ai pas dévoilé l'information de personne en particulier. Alors, on pourrait regarder, par exemple, le salaire pour faire la classification. Et là, le salaire, c'est une valeur numérique. Et si on regarde le salaire, puis qu'on voudrait inventer une loi simple, une des grandes... je l'expliquerai après. Donc, si on prend une loi simple ici, comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, on voit qu'à gauche, les petits salaires, puis à droite, les gros salaires. Bon, ce n'est pas parfait, mais si on coupe là, de façon un peu arbitraire, si on décide que les salaires en haut de 132 000 sont diligents, puis ceux en bas ne sont pas diligents, bien, sur mes données d'entraînement, c'est loin d'être parfait, mais quand même, j'ai 85 de taux de succès sur mes données d'entraînement. OK? Ah, ça n'a pas d'importance ici. C'est vraiment un exemple inventé, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que oui ou non, ils ont payé leur hypothèque? Est-ce que oui ou non, ils ont payé leur hypothèque, par exemple, dans le passé? Et là, on veut décider pour un nouveau client où on n'a pas la valeur de la diligence. OK? Mais là, si je me fie juste sur le salaire, par contre, regardez ici. J'ai juste une règle simple. C'est une règle simple. J'ai un seuil. En bas du seuil, non. En haut du seuil, oui. OK? Et donc, là, j'ai extrait quelque chose de mes données. Je peux jeter mes données, puis j'ai une règle. En haut de 132 000, j'accepte. En bas, je refuse. OK? Donc, il y a eu un apprentissage qui a été fait, mais c'est un apprentissage statistique assez naïf. D'ailleurs, vous voyez ici où j'ai coupé, c'est un peu arbitraire. C'est juste entre deux valeurs. Là. Ça pourrait poser des problèmes. Mais bon, vous comprenez bien que j'ai utilisé une seule dimension de mes données. J'ai seulement utilisé le salaire. Alors, imaginez, par exemple, que je décide d'utiliser l'âge et le salaire. Bien, si je décide d'utiliser l'âge et le salaire, là, j'ai deux dimensions. Vous ne voyez pas sur l'axe, mais ici, j'ai l'âge. C'est difficile à voir. Et ici, j'ai le salaire. Et chacun des points correspond à est-ce que oui ou non, le client en question a été diligent. Bon. Et là, on est dans un espace à deux dimensions. Mais utilisons la même approche un peu brutale. Faisons une séparation. Faisons une coupure. Utilisons une formule avec plus grand que ça, c'est bon, plus petit que ça, c'est pas bon. Donc, une séparation linéaire. OK? Bien, une séparation linéaire va se faire avec une droite, étant donné que je coupe un plan. Mais ma droite, elle a le même style que ce que j'avais avant. C'est 4 000 fois l'âge plus le salaire doit être plus grand que 340 000. Et si je prends l'âge de quelqu'un, que je le multiplie, par exemple, le client qui est ici, OK, il a 56 ans, donc 4 000 fois 56, plus son salaire de 214 000, j'obtiens qu'effectivement, j'ai un point vert qui est en haut qui est plus grand que 340 000. OK? Et j'ai encore une formule simple, une formule linéaire. Je coupe. Schlang. Je peux encore jeter mes données. J'ai appris quelque chose. J'ai modélisé ce qui se passe. OK? Et là, en termes de qualité, mon taux d'erreur, encore une fois, sur les données d'entraînement, sur les données du passé, est très faible, de 5 OK? Et ça me donne aussi une interprétation. OK? D'une certaine façon, laisser une année passer, vieillir un peu d'une année par sagesse, ça vaut comme 4 000 $. C'est un peu amusant. Mais c'est quand même une façon d'interpréter les données. Et si je vais plus loin, si je prends la scolarité, le salaire et l'âge, bien là, j'ai trois dimensions, mais mathématiquement parlant, c'est assez évident qu'on peut généraliser comme tout à l'heure. On peut couper l'espace avec un plan. Et quand on coupe l'espace avec un plan, on obtient une formule ici, avec encore une fois plus grand ou égal. Et là, on voit que la nouvelle formule fit parfaitement les données. OK? Tous les bons payeurs sont en haut, tous les mauvais payeurs sont en bas. Et j'ai 12 000 fois la scolarité, plus 3 000 fois l'âge, plus le salaire. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit ici que dans les données que j'ai inventées, la scolarité, ça vaut à peu près 12 000 $. Chaque année de scolarité de plus, au niveau du système, c'est équivalent à avoir un salaire de 12 000 $ de plus. Si vous avez deux clients, un qui a une année de scolarité de plus ou un qui a 12 000 $ de plus, ils vont être traités de façon équivalente par la formule. Donc là, on a appris quelque chose. On a modélisé nos données. Bon, qu'est-ce qui va se passer si j'applique ça en pratique, cette formule-là ici? Est-ce que la banque va, à coup sûr, toujours avoir la bonne réponse? Non. Là, ça, c'est sur des données d'apprentissage. Est-ce que ça va généraliser?
C'est un concept qui va revenir. Est-ce que ça va généraliser? OK? Est-ce que quand je vais l'utiliser plus tard, ça va fonctionner? Ici, il y a des bonnes chances que ça généralise bien. Je vais revenir là-dessus, mais il y a des bonnes chances que ça généralise bien parce qu'il s'agit d'une technique qui est très, très simple. C'est assez difficile de coder une théorie farfelue avec 3 chiffres. 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. J'ai modélisé toutes mes données avec 3 petits chiffres, 3 petites valeurs. Et donc, j'ai un modèle qui est très, très simple. OK? J'ai lu un article qui a été écrit il y a de ça assez longtemps, avant même que Big Data, l'intelligence artificielle, le deep learning soit populaire. C'est un article qui faisait une méta-analyse. Cet article-là regardait, je pense, une trentaine d'articles scientifiques qui ont été écrits où on comparait des formules simples comme ça, okay, des formules simples comme ça et des experts. Souvent dans le domaine médical, ça peut être dans le domaine de l'éducation, de la finance, quoi que ce soit. C'était toujours des domaines où on avait quand même des données relativement fiables au sens où on avait un tableau avec des valeurs sur lequel on pouvait calculer ces choses-là. Et donc, c'était vraiment de l'apprentissage machine, mais bon, c'était considéré un peu plus comme des statistiques étant donné que c'est des choses très, très simples. Et ce qu'ils se sont rendus compte dans cette méta-analyse-là, c'est que les experts n'arrivent jamais à battre, dans toutes les études qui ont été observées, n'arrivaient pas à battre une formule simple. Okay? Ce qui arrive, c'est que dans certains cas, les experts étaient aussi bons, mais il n'y avait pas d'études dans les 30 qu'ils ont analysées où c'était préférable. Bon, c'est des cas bien particuliers, c'est des cas où on a des données numériques, des valeurs, puis on a la réponse correcte dans le passé et on veut prédire dans l'avenir. Okay? Mais c'est pour ça que, par exemple, même si au niveau des systèmes bancaires pour un prêt hypothécaire, souvent la formule elle est même connue par le public qui peut carrément s'ajuster. Mais les institutions préfèrent avoir une formule fixe, simple, connue, que de se fier à l'opinion des gens qui peut varier. Donc là, on voit ici qu'on a 3 formules ici. On coupe avec un point, on coupe avec une ligne, on coupe avec un plan. Si j'augmente le nombre de dimensions, on peut couper avec des hyperplans. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a des mathématiques conventionnelles. Hein? On a le produit scalaire qu'on a entre 2 vecteurs. Okay? Et finalement, cette formule-là, c'est le produit scalaire. Et on va dire qu'on a des paramètres qui sont appris, A1, A2, A3, A1. Et on va accepter si le produit scalaire est plus grand qu'une certaine valeur. Okay? Et donc, ça, c'est une approche très simple. On va faire la classification en utilisant un classifieur linéaire. Okay? Et ça marche, même dans le cas, par exemple, des images pour MNIST. Dans le cas des images pour MNIST, il va falloir faire une dizaine de plans quand même là, pour réussir à couper l'espace là, pour séparer en 10 catégories. Peut-être même qu'il va falloir en faire plus, ça dépend des approches qu'on utilise, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on obtient, c'est qu'avec les hyperplans, maintenant, on a un taux d'erreur de 7,4. Si vous avez une bonne mémoire, si vous êtes attentif, vous allez remarquer que 7,4, c'est moins bon que ce qu'on avait avec l'approche des plus proches voisins. L'approche des plus proches voisins donnait de meilleurs résultats. L'approche des plus proches voisins nécessitait de comparer chaque image à classifier avec les 60 000 de la base de données. L'approche avec les hyperplans, la quantité de travail nécessaire, il faut vérifier 10 hyperplans. C'est exactement la même quantité de travail que de comparer seulement avec 10 images. Donc, dans le cas du plus proche voisin, on doit comparer avec 60 000 images. Dans le cas des hyperplans, on a appris quelque chose, on a un modèle. On va seulement faire un travail qui correspond à comparer avec 10 images. En tout cas, un travail équivalent. Oui? Oui, effectivement. Lorsqu'on travaille avec les plus proches voisins, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, on peut vouloir améliorer. Ce qui se passe avec les plus proches voisins, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais en général. C'est vraiment une approche qui, dans plein de cas, peut être utilisée. Puis ensuite de ça aussi, au niveau des notions de distance, là, on peut inventer toutes sortes de choses. On pourrait, par exemple, même s'amuser à prendre des réseaux de neurones qui sont entraînés à calculer la distance. Et on pourrait avoir des réseaux récursifs dans un arborescence et on cherche des voisins. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais ici, mon point, c'était que l'approche naïve du plus proche voisin
telle que je l'ai présentée, c'est une approche qui est coûteuse. Il faut comparer beaucoup. Et ce n'est pas une approche où il y a de l'apprentissage. En tout cas, pas dans ce que j'ai présenté. Tandis que l'approche avec les hyperplans, avec les classifieurs linéaires, c'est une approche où il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage, où on a un modèle très, très simple au bout de la ligne, mais qui fonctionne quand même assez bien. Des questions là-dessus? Oui? OK, donc là, ici, la question, c'est que si on s'intéresse à étudier de la classification, est-ce qu'il va y avoir un impact si, par exemple, il y a des corrélations entre les différentes catégories? OK? Et la réponse est oui. Évidemment, si on veut faire de la classification, s'il y a des corrélations entre les catégories, il y a un impact. Cet impact peut être important. Cet impact peut être très positif ou très négatif, ça dépend. L'impact peut être très positif des corrélations parce que le système peut réussir, lorsqu'il fait son apprentissage, il peut réussir à apprendre des caractéristiques globales. Par exemple, au niveau des chiffres, certaines courbures qui sont similaires à la catégorie du 3 ou à la catégorie du 5. Okay? Ou certaines courbures qui sont similaires au 0 et au 6. Ou que certaines linéarités sont similaires au niveau du 1 et du 7. Et donc, ces corrélations-là entrent en jeu au niveau de l'apprentissage. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Là où c'est difficile au niveau de la classification, c'est lorsque des catégories sont, par exemple, semblables. Lorsque des catégories sont semblables, là, ça peut poser problème, okay, parce qu'évidemment, ça devient plus difficile de les classifier. Et ça peut aussi être difficile si vous avez une catégorie qui, en réalité, n'est pas une catégorie. Imaginez que j'ai le problème de classification suivant. Que ce que je veux classifier, ce n'est pas les 10 chiffres. Ce que je veux classifier, c'est 2 catégories, les petits chiffres et les gros chiffres. Donc, je veux classifier 0, 1, 2, 3, 4 en disant c'est petit et 5, 6, 7, 8, 9 en disant c'est gros. OK? Bien, ça pourrait être, dans certains cas, plus difficile que d'essayer de classifier les 10 catégories. Pourquoi? Parce que le système va se mêler un peu avec le fait que, finalement, dans la catégorie petit, le 1 puis le 3, ils ne se ressemblent pas du tout. C'est vraiment 2 catégories différentes. OK? Et donc, dans ce cas-là, si vous avez beaucoup de variabilité au niveau du système, des fois, ça va prendre plus d'exemples ou des choses comme ça. D'autres questions? Alors, allons-y avec la sigmoïde. Une formule toute simple, très puissante. On a une exponentielle en bas d'une fraction. OK? Qu'est-ce que c'est la sigmoïde? C'est une formule qui a été beaucoup utilisée durant toute l'histoire des réseaux de neurones. Aujourd'hui, on a toutes sortes de candidats pour remplacer cette fonction, mais au début, c'est important de commencer à regarder qu'est-ce qui se passe avec la fonction sigmoïde. Qu'est-ce que c'est la fonction sigmoïde? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que la formule le laisse penser. La fonction sigmoïde, c'est une fonction qui varie entre 0, sans jamais l'atteindre, et 1, sans jamais l'atteindre. Mais elle peut être très, 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 très proche de 0 et très, 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 très proche de 1. Et c'est une fonction ici qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une valeur réelle, on va l'écraser entre 0 et 1. Ça, c'est la sigmoïde. Bon. Ce qui se passe, c'est que ici, on peut avoir un certain paramètre. J'ai mis 1 ici pour exprimer le fait qu'il peut y avoir un paramètre. Si je multiplie par 2, regardez ce qui arrive. Quand je multiplie par 2, la courbe devient plus prononcée. Et quand je multiplie par 3, encore plus, par 6, par 9, et éventuellement, ça va devenir presque une ligne droite ici. OK? Donc, la fonction sigmoïde, d'une certaine façon, ça permet de faire une classification molle. OK? On pourrait dire, au lieu d'avoir c'est un chat ou c'est un chien, on pourrait dire, bien là, ici, c'est 0 que ce soit un chat, ici, c'est 100 que ce soit un chat,
puis ici, c'est 50 puis ça pourrait être une coupure molle. Hein? Ça pourrait être que, bien, ici, je ne suis pas sûr, je pense que c'est 75 que ce soit un chat. OK? Et ce concept-là est important au niveau de l'apprentissage automatique. Ce concept-là est important au niveau des réseaux de neurones. Cette idée qu'on va avoir une valeur réelle qui va sortir du système. OK? Et ce qu'on va avoir, c'est que, dépendamment du paramètre qu'on va avoir ici, ça va être soit une décision ferme ou vraiment une décision à peu près pas informée. OK? Pourquoi j'introduis la sigmoïde? C'est que dans les exemples que je vous ai donnés de classification linéaire, OK, il y a toutes sortes de façons avec lesquelles on peut travailler avec des classifications linéaires. Entre autres, peut-être vous avez entendu parler des support vector machines, les machines à vecteurs de support. Il y a une autre façon de faire ça, qui était aussi utilisée il y a quelques années pas mal, c'est au niveau de la classification logistique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'avoir un gros réseau de neurones très, très compliqué, ce qu'on fait, c'est que, regardez ici, produit interne, hein? Produit scalaire. Produit scalaire. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fameux hyperplan qui sépare l'espace. Donc, j'ai mes paramètres ici qui définissent l'hyperplan. J'ai mes données et mon hyperplan, schlac, il coupe l'espace. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est que je l'ai rendu un mou sigmoïde. Et donc, au lieu d'avoir une séparation, au lieu d'avoir c'est un chat, c'est un chien, c'est un 0, c'est un 1, ce que je vais avoir, c'est une valeur qui potentiellement pourrait être un peu plus floue. Et ce genre de système-là, on peut les entraîner comme des réseaux de neurones par des centres de gradient, quelque chose que vous allez voir un peu plus tard aujourd'hui. Mais pour le moment, ce qui est important de comprendre, c'est que les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, particulièrement l'exemple des images, des chiffres, OK? Au lieu d'utiliser un hyperplan qui va être optimisé par des équations de second degré, ce qu'on peut avoir, c'est tout simplement un hyperplan qui est donné par un sigmoïde qui va être appris. OK? Et là, je vous l'ai montré en 2 dimensions, la sigmoïde. Donc, imaginez que ici, j'ai 2 paramètres, puis mes données ont 2 valeurs. OK? Et dépendamment des paramètres, je peux avoir quelque chose qui se déplace. Regardez, ça, c'est ma zone ici en 2 dimensions. Donc là, ici, c'est très flou. Hein? Quand on se déplace dans cette direction-là, il y a plus de chances qu'on accepte. Quand on est ici, il y a plus de chances qu'on rejette. Ici, c'est un peu plus rigide. Ici, c'est dans l'autre direction. Ici, c'est plus en diagonale et c'est très rigide. Ici, c'est en diagonale, etc. Ici, c'est plus flou. Bon. Donc, dépendamment des paramètres de la sigmoïde, on a une façon de couper l'espace de façon plus floue, un peu moins rigide, avec une valeur réelle plutôt qu'une décision binaire, oui ou non. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les classifieurs linéaires? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les classifieurs linéaires? Les classifieurs linéaires ont été extrêmement populaires durant de nombreuses années. Ce sont des classifieurs qui sont très puissants, que ce soit en utilisant la sigmoïde ou que ce soit avec les SVM. Ce sont des techniques qui ont été très populaires. C'est des techniques puissantes, intéressantes, qui permettent de résoudre beaucoup de problèmes, particulièrement lorsque le nombre de données est relativement petit ou quand la dimensionnalité des systèmes est relativement petite. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si j'ai ce genre de données-là? Là, je ne me suis même pas cassé la tête à essayer de vous donner une interprétation. J'ai des données. Hein? C'est des perturbations dans un axe et dans l'autre axe. C'est peut-être des mesures d'une machine, d'un appareil qui sort des résultats par rapport à un taux d'erreur ou je ne sais quoi. C'est vraiment des données techniques qui viennent d'un senseur, OK? Qui sont un peu difficiles à interpréter. Mais ce que je sais, c'est que dans certains cas, c'est OK, puis dans d'autres cas, c'est pas OK. Hein, des fois, c'est oui, puis des fois, c'est non. Donc, de façon industrielle, j'obtiens ces données-là. Et qu'est-ce qu'on veut? Bien, on veut être capable d'apprendre à prédire par rapport à la variation de X et de Y, de prédire est-ce que c'est OK, oui ou non. Hein? Bon, j'ai relativement peu de données, j'ai juste 2 dimensions. On pourrait se dire, bon, on ne va pas, avec ce genre de données-là, on ne peut pas avoir un énorme réseau de neurones ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Classifieur linéaire. Le problème qu'il y a, c'est quand j'affiche les données, regardez qu'est-ce que j'obtiens. Comme mes données sont juste en 2 dimensions, je peux les afficher.
OK? C'est pour ça que j'ai choisi un exemple en 2 dimensions, pour que je puisse afficher les données. Et là, je peux les afficher, et si je fais un classifieur linéaire, ça va être quelque chose comme ça, là, une droite. Ça ne marchera pas. Donc, cette droite-là, elle est terrible, en fait. Elle est complètement nulle. Elle a autant de chances de donner la bonne réponse que la mauvaise réponse. Bon, évidemment, si j'entraîne un système avec une droite, il va trouver une droite un peu plus intelligente. OK? Mais il va quand même trouver une droite. Et qu'est-ce que c'est, cette droite-là? Ben, c'est la meilleure droite qu'il a trouvée pour séparer les bonnes données des mauvaises. En bas, c'est mauvais. En haut, c'est bon. Et là, on a un taux d'erreur de 36 %. Énorme. OK, évidemment. OK? Lorsqu'on dit que c'est bon, on ne se trompe jamais, mais lorsqu'on dit que c'est mauvais, on se trompe souvent. Bon, le système ne peut pas apprendre à résoudre ce genre de problème-là avec un classifieur linéaire. Bon, je pense que dès le départ, votre imagination devait vous dire, ben oui, mais là, c'est bien beau une petite formule avec 2-3 chiffres pour résoudre un problème, mais il doit bien y avoir des problèmes qui sont trop difficiles ou qui n'ont pas la bonne forme pour être résolus avec tout simplement un classifieur linéaire. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut essayer de jouer un peu avec nos données. Par exemple, on peut essayer de projeter nos données. Donc là, c'est un peu autoréférentiel. Là, vous avez un projecteur qui projette rien. Mais là, vous avez un écran et vous avez un projecteur. OK? Qu'est-ce qui arrive si je projette mes données? Bon, je projette mes données sur l'écran. OK? Qu'est-ce qui arrive si je les projette sur un écran qui est courbe? Si je projette mes données sur un écran qui est courbe. Ah! Je projette mes données sur un écran courbe. Oh magie! Mes données étaient en 2 dimensions. Je les ai projetées sur un écran courbe. Maintenant, mes données sont en 3 dimensions. Mais dans 3 dimensions, j'ai un beau petit plan bien merveilleux qui coupe parfaitement bien les données. Ah ah! Un tour de magie. Un tour de magie qui peut paraître un peu artificiel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai projeté mes données avec la formule suivante. J'ai augmenté mes données. J'ai pris mes données qui étaient 2 valeurs. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas créé de nouvelles données. Je n'ai pas créé de nouvelles informations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai moi-même, de façon ad hoc, j'ai rajouté une non-linéarité. À chacun de mes points, A1, A2, j'ai rajouté A1 carré plus A2 carré. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que maintenant, mes données ont cette forme-là. Et là, maintenant, paf, il y a un plan qui permet de séparer les données. Le plan correspond à un cercle. Aha! Donc, quand je ramène dans mon espace de départ, ce plan-là que j'avais correspond à un cercle. Et là, j'ai un taux d'erreur de 4 %. Aha! Bon, ça, c'est des méthodes linéaires à noyau. OK? C'est des méthodes linéaires à noyau. Il y a des techniques qui ont été inventées au niveau des vecteurs de support et tout ça. Il y a toutes sortes de techniques qui ont été inventées qui sont très naturelles. Ici, moi, j'ai choisi de façon ad hoc le type de plongement. Ça pourrait vous laisser croire que, évidemment, il faut deviner le bon type de plongement, sinon ça ne fonctionnera pas. La réalité, c'est qu'il existe des plongements standards qui fonctionnent super bien. OK? Et on peut réussir à travailler avec ces techniques-là de plongement. On peut réussir à obtenir des assez bons résultats. Même que jusqu'à il y a 10 ans, par exemple, c'était souvent les meilleures approches possibles. Okay? Ce qui est arrivé, c'est que là, maintenant, le deep learning, l'apprentissage profond, permet réellement de faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais ce sont des techniques puissantes, intéressantes, qui fonctionnent. Et l'idée avec l'apprentissage profond, c'est que le système va découvrir lui-même, par lui-même, avec une tonne de données, va découvrir lui-même la bonne façon, si vous voulez, de séparer les données de façon non linéaire. Okay? Et ça va se faire par entraînement avec l'apprentissage des réseaux profonds. Des questions là-dessus? Oui? À large marge. Ah oui, OK.
Oui, je travaille toujours en anglais, je m'excuse. Donc, au niveau, tu viens de dire qu'on dit classificateur, puis méthode à large marge. D'accord, méthode à large marge. Ce que j'appelle un SVM, c'est une méthode à large marge en français. Mais le classificateur, je pourrais pas le changer. C'est ancré profondément dans mon cerveau. Oui, une autre question? Je m'excuse, je n'ai pas entendu. OK, en termes de réussite de l'algorithme, à partir de quel pourcentage on considère ça satisfaisant? Bien, c'est évidemment une question qui dépend énormément du genre de données qu'on a. Il existe des types de données qui sont vraiment là, faciles à analyser. Ces données-là, avec des techniques, vont nous donner des classificateurs qui vont être parfaits, qui vont réussir à 100 qui vont réussir à 100 même au niveau de la généralisation. C'est-à-dire que avec des nouveaux éléments, ça va bien fonctionner. Donc, ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de variabilité. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est une question intéressante. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. OK? Par exemple, si la tâche qu'on veut résoudre, c'est classifier des dizaines de milliers d'images différentes qui ont été, qui viennent par exemple, d'usagers sur un réseau social, sur lequel on n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer, la façon dont les photos vont être prises, avec quel type d'appareil, avec quel type d'éclairage, avec quelle distribution, si vous voulez, puis tout ça. Bon, il se pourrait que le taux de réussite soit relativement faible. Par contre, si on travaille avec d'autres genres de données, des données, par exemple, sur des appareils de mesure dans une usine, on pourrait se retrouver dans un contexte où, au contraire, le système réussit à apprendre une modélisation des données qui fait qu'on a un taux de succès qui est 100 il y a beaucoup de systèmes qui sont supra-humains, dans le sens où ces systèmes-là vont réussir à résoudre le problème beaucoup mieux que n'importe quel expert. Par exemple, au niveau de la reconnaissance de visage, déjà, les systèmes de reconnaissance de visage sont au-dessus des capacités humaines pour ce qui est de reconnaître des visages d'étrangers, pour ce qui est de reconnaître un visage là, quelconque, par exemple. Si je ne me trompe pas, il y a encore des cas, si on parle de visages qui ont été extrêmement modifiés, au niveau stylistique, par exemple, des visages de vedettes ou de célébrités comme Einstein, qui ont été énormément modifiés au niveau du style, au niveau de la couleur, au niveau de la déformation et tout ça. Là, l'être humain est encore meilleur pour reconnaître, ben oui, il s'agit de Marilyn Monroe, ou bien oui, il s'agit d'Albert Einstein. Mais il y a beaucoup de domaines où les systèmes ont une capacité qui dépasse la capacité des êtres humains. Si je ne me trompe pas, pour les jumeaux, les ordinateurs sont meilleurs à reconnaître les jumeaux que les êtres humains, des choses comme ça. OK? Ça dépend vraiment du domaine. Ça dépend vraiment du domaine. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Un des gros problèmes qu'on peut avoir, c'est qu'on peut entraîner notre système sur des données et avoir une mauvaise surprise. Sur les données sur lesquelles on l'entraîne, ça fonctionne super bien. On a 100 un peu comme l'exemple que je vous ai donné au niveau de la diligence. Hein? Au niveau de la diligence, on coupe le plan, on coupait le truc et on avait une réponse qui était parfaite. Sur nos données d'apprentissage. On pourrait avoir des mauvaises surprises. On pourrait se rendre compte que finalement, lorsqu'on utilise le système en pratique, c'est une catastrophe. Le taux de réussite est juste de 70 Mais ça, c'est probablement parce qu'on a fait des erreurs au niveau de la calibration du système. Je vais vous en parler ensuite. On peut avoir des problèmes de surapprentissage. Et ça, c'est quelque chose de très important que je vais aborder. Et le surapprentissage, c'est quelque chose c'est un problème qu'on peut régler. Mais il y a un autre problème qu'on peut avoir. C'est que si on entraîne le système sur des données qui proviennent d'une distribution, c'est-à-dire des données qui ont été recueillies dans un contexte particulier, et que malheureusement, quand on arrive en pratique pour utiliser le système, les données qu'on obtient, ce sont des données qui viennent d'une autre distribution. Autrement dit, c'est comme si on n'avait pas entraîné le système sur la bonne chose. Bien là, on pourra avoir, même si on fait tous les efforts possibles, avoir des résultats qui sont décevants. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait en ce moment pour que les systèmes soient capables de s'adapter à des changements de distribution, à des choses comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais naïvement, si on entraîne un système sur un certain type de données,
et qu'ensuite, on l'utilise sur des données qui sont finalement différentes, eh bien, on va avoir un problème. Un peu comme si on entraîne un système pour faire des transactions boursières et que le système fonctionne très, très, très bien. Il a été entraîné sur des données numériques. Tout va bien, tout fonctionne bien. Et là, paf, on a un signe noir, on a un événement qui paraît très, très peu probable, mais qui finalement se produit. Et là, les données statistiques du marché deviennent complètement différentes et votre système automatique qui a été entraîné se met à avoir un comportement qui est complètement incorrect, irrationnel et mauvais par rapport à la nouvelle distribution, parce que tout a changé, la distribution a changé. Ce n'est pas le même contexte avec lequel vous avez entraîné le système. Une autre question? Oui, je vais répéter votre question. Je vais répéter votre question et je vais prendre votre question ensuite. Donc, si on a un débalancement des données, qu'est-ce qui arrive? Si on a un débalancement des données, il existe des techniques que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais par exemple, on pourrait avoir un débalancement des données. Bon, je vais inventer quelque chose qui est faux, mais imaginez par exemple que vous entraînez votre système pour détecter du spam, détecter des pourriels. OK? On pourrait imaginer, ce qui est faux, que la grande majorité des courriels sont corrects et une fois de temps en temps, on a un exemple exceptionnel de pourriel et là, le système va être complètement débalancé. Vous allez avoir 1 million de courriels qui sont corrects et vous allez avoir une centaine d'exemples de pourriels. Et là, vous allez avoir un système qui est débalancé. Là aussi, c'est un problème qui existe depuis toujours. Okay? Et il y a des techniques qui peuvent être utilisées pour entraîner le système dans ces contextes-là. D'ailleurs, l'exemple du spam, c'est le contraire. C'est 90 des courriels qui nous arrivent qui sont du spam et 10 qui sont du ham. Bon, c'est débalancé dans l'autre sens, d'une certaine façon. Donc, au niveau du débalancement, il y a des techniques que je ne vais pas présenter. Je ne sais pas si quelqu'un le présente cette semaine, mais il y a des techniques qui existent qui permettent de mitiger le problème, par exemple. Oui, monsieur? Oui, 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 oui. Donc, la question, c'est au niveau de l'erreur. OK? Au niveau de l'erreur, c'est quelque chose que je ne vais pas introduire, mais au niveau de l'erreur, en fait, on ne parle pas d'erreur, on parle de coût. On a une fonction de coût. OK? Et la fonction de coût, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être beaucoup plus coûteux de faire un certain type d'erreur que de faire un autre type d'erreur. OK? Et clairement, il y a beaucoup de contextes où c'est le cas. OK? On va avoir des faux positifs et des faux négatifs. OK? Et par exemple, moi j'ai étudié un peu ce qu'on appelle la biométrie. Dans le cas de la biométrie, aussi, on fait ça. On va avoir une courbe, OK? Et donc, souvent, dans nos systèmes, on va avoir un paramètre avec lequel on peut jouer, OK? Et dans ce paramètre-là, on va pouvoir réussir à décider est-ce qu'on veut avoir le moins de faux positifs possible ou le moins de faux négatifs possible, OK? Et quand on entraîne le système peut essayer de s'améliorer dans tous les cas. Il peut essayer de monter cette courbe-là de faux positifs et de faux négatifs pour qu'elle devienne finalement parfaite, OK? Mais effectivement, la fonction de coût, ça peut être quelque chose de non trivial. Et on peut vouloir favoriser on peut vouloir pénaliser certains types d'erreurs beaucoup plus que d'autres. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'il y a des domaines d'application où SVM est préconisé par rapport au deep learning? Ce qui se passe, c'est que ça dépend. Le SVM peut être un SVM qui est tout simplement linéaire ou un SVM qui est à noyau. Ça dépend. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que d'une certaine façon, si on veut utiliser l'apprentissage profond, le deep learning, souvent, on va avoir besoin d'être dans un contexte où on a des données qui ont, premièrement, où on a beaucoup de données et souvent, ça peut être intéressant d'avoir des systèmes où on a une grande dimensionnalité. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 dimensions. OK? Alors, si je fais un réseau de neurones avec 1 million de neurones, ils vont tous être connectés sur les mêmes 2 dimensions.
Okay? C'est comme si la bande passante, là, ça ne marche pas. J'ai juste 2 chiffres que je vais connecter sur le système. Donc là, je vois mal comment je pourrais avoir un énorme réseau de neurones qui va faire ça. Mais ça se pourrait, c'est possible. On peut imaginer que ça prend un gros réseau de neurones si j'ai suffisamment de données puis tout ça. Mais dans un cas comme ça, je pourrais penser que je suis mieux avec quelque chose qui ressemble à un classifieur linéaire. Par contre, si j'essaie de reconnaître la parole, si j'essaie de classifier des images, si j'ai des données qui viennent de senseurs, mais que j'ai des centaines de senseurs connectés avec des valeurs différentes, etc. Si je veux travailler avec du texte, si je veux travailler avec des trucs qui sont complexes où la dimensionnalité est très grande, là, assez rapidement, on arrive à vouloir utiliser le deep learning. Mais je pense que dans les prochaines heures, dans les prochaines journées, ça va devenir plus clair c'est quoi les bons domaines d'application pour les différentes techniques qui vont être présentées. OK. Maintenant, si on utilise des techniques à noyau, dans le cas de MNIST, OK, donc si je prends MNIST et que j'utilise des techniques de plongement de façon générique, j'ai utilisé une technique de plongement générique, OK, ce qui arrive, c'est qu'on a le mieux qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant. On a le mieux qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant, OK, c'est-à-dire 1,9 % d'erreur. Les techniques à plongement, ce sont des techniques qui sont entre les deux. Hein, c'est entre une technique où on aurait le plus proche voisin et une technique où on aurait un hyperplan. Parce qu'étant donné qu'on travaille avec un plongement, là, ça devient un peu plus complexe puis tout ça. Mais quand même, ce qui est impressionnant, c'est que jusqu'à l'avènement du deep learning, jusqu'à l'avènement des réseaux neuronaux profonds et de grande taille, OK, souvent, on avait les meilleurs résultats avec ce genre de technique-là. OK? Des plongements, des techniques à noyau, des SVM, avec des taux d'erreur qui étaient relativement faibles. OK? Bon. Par contre, si vous appliquez ces techniques-là pour la classification d'images, ça ne fonctionne pas. Pour la classification d'images, à l'époque, il y avait toutes sortes de techniques ad hoc là, qui étaient utilisées, qui utilisaient des caractéristiques propres au niveau des images et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, par exemple, si on attaque ce problème-là, est un peu trop facile parce que vous voyez qu'avec des techniques à noyau, on a un taux d'erreur qui est seulement de 2 %. Il faut bien comprendre que le problème peut difficilement être résolu à la perfection. Regardez ici, ça, c'est un 5. Hein, c'est-tu un 3 ou un 5? Bien, ça a l'air que ça a été classifié, le système dans les données d'apprentissage. On a demandé à la personne d'écrire un 5, c'est ça qu'elle a écrit. Et donc, c'est difficile d'avoir 100 %. Mais les techniques avec des réseaux profonds, on n'a pas besoin d'avoir des réseaux énormes, là, mais des réseaux, quelques couches et tout ça, d'une taille raisonnable, arrivent à faire tomber le taux d'erreur à peut-être 0,2 % ou quelque chose du genre. Donc, autrement dit, c'est vraiment là, la perfection, si vous voulez. OK? Par contre, ici, quelqu'un pourrait se contenter peut-être, on aurait peut-être pu se contenter de ce système-là. Ce qui est arrivé vraiment, c'est que les réseaux de neurones, puis je vais en parler là, des réseaux de neurones, même si je vous parle d'apprentissage automatisé, je vais vous faire une espèce d'introduction sur le sujet, comment ça marche, d'un point de vue un peu naïf, pour vous préparer mentalement à ce que vous allez voir ensuite, qui est un peu plus technique. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'arrivait pas à entraîner des réseaux de grosse taille. À l'époque, les réseaux de neurones étaient petits, avaient relativement peu de neurones et surtout, ils n'étaient pas profonds. Le terme deep learning, apprentissage profond, ça pourrait faire penser que c'est un peu une espèce de façon là, d'être prétentieux puis de dire que l'apprentissage qu'on fait maintenant, c'est rendu deep, tu sais, c'est profond. C'est pas superficiel, c'est profond. Mais non, ce n'est pas pour ça que ça s'appelle l'apprentissage profond. C'est que les réseaux sont profonds. Les réseaux ont plusieurs couches superposées les unes après les autres. Et si vous vous intéressez, par exemple, à toutes sortes de théories au niveau du calcul, au niveau de l'universalité du calcul, bien, on savait depuis le début que les réseaux de neurones, c'est des systèmes qui sont universels. Vous pouvez faire n'importe quoi avec un réseau de neurones. Vous pouvez résoudre n'importe quel problème qui peut être résolu par un ordinateur avec, à la place de prendre un microprocesseur avec des transistors, à la place, vous prenez des neurones, puis vous pouvez faire n'importe quel calcul.
On connaissait depuis longtemps, et ce n'est pas très difficile de le démontrer, l'universalité des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est une façon de calculer comme une autre qui est très puissante, qui peut calculer n'importe quoi sans problème. Bon, excusez-moi, pas sans problème. Il y avait un problème. Comme n'importe quel système de calcul, on avait besoin d'avoir une certaine taille. Vous ne pouvez pas calculer n'importe quoi avec un programme microscopique. Si ce que vous voulez calculer, c'est compliqué, ça va vous prendre un programme qui est compliqué. Hein? Il n'y a rien à faire. Okay? Il y a des choses qui paraissent compliquées, comme calculer les décimales de pi. Non, calculer les décimales de pi, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez le faire avec un petit programme. Okay? Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Okay? Mais classifier des milliers de catégories d'images, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Okay? On le savait, les réseaux de neurones peuvent faire ça. Évidemment que les réseaux de neurones pouvaient faire ça. C'est un modèle universel. Mais ça va peut-être prendre un gros réseau. Puis en plus, pas juste un gros réseau. Ça va peut-être prendre aussi un réseau qui est profond. Pour faire du calcul, okay, il y a toute une théorie qui existe au niveau de l'informatique. Pour faire du calcul, il y a des choses qu'il faut calculer de façon séquentielle. On doit calculer une première étape, puis une deuxième étape, puis une troisième étape, puis une quatrième étape. On doit construire par-dessus ce qu'on a calculé. On ne peut pas calculer n'importe quoi avec quelque chose qui est très peu profond, qui aurait juste comme une étape directe. On a nos données, paf, on connecte sur la réponse, on a le résultat. Donc, on savait depuis le début que le réseau de neurones est un système universel qui peut calculer n'importe quoi. Et on se rendait compte que nos réseaux n'étaient pas assez gros et n'étaient pas assez profonds. Et la révolution de l'apprentissage profond, c'est la capacité d'entraîner des réseaux multicouches, profonds et énormes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oh mon Dieu, ça change à tous les jours. On parle de réseaux qui peuvent avoir. Ça dépend comment on calcule. Okay? Là, au niveau de la recherche, là, il y a une explosion dans ce qu'on appelle les architectures. Okay? C'est que le réseau de neurones, je vais vous le présenter de façon tout à l'heure, cet après-midi. Là, je vais vous présenter le réseau de neurones. Vous allez voir que d'un point de vue scientifique fondamental, c'est très simple. D'un point de vue scientifique fondamental, là, qu'est-ce qui se passe? C'est très, très simple. Okay? Le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'architecture, de formes, de façon de connecter ces fameux neurones-là avec les différentes couches, les fers récurrents, récursifs, à convolution, etc. Il y a beaucoup de variabilité. Mais tout est basé sur un concept fondamental, sur des concepts fondamentaux que je vais vous expliquer qui sont extrêmement simples. Okay? La descente de gradient, hein, et vous avez vos neurones qui sont connectés avec une certaine architecture. Okay? Au niveau de la taille, il y a des réseaux de neurones qui sont absolument énormes, avec des dizaines, voire des centaines, peut-être pas des centaines, mais peut-être au-dessus de 100 couches. Okay? On peut avoir des réseaux qui sont très profonds. Okay? On peut avoir des réseaux qui contiennent des millions, voire centaines de millions de paramètres différents. Donc, qui sont absolument énormes. Okay? Certains de ces réseaux-là même nécessitent quand même un peu de puissance de calcul, ne serait-ce même que pour être évalués. Okay? Et donc, mais ça dépend. Pour avoir des réseaux de neurones qui sont énormes, pour avoir des réseaux de neurones qui sont très, très gros, on pourrait penser que pour avoir un réseau de neurones très intelligent, il faut qu'il soit très gros. Bon, ce n'est pas nécessairement vrai, ça dépend du type de problème sur lequel on travaille, mais oui, en général, plus le réseau est gros, plus il a ce qu'on appelle de capacité. Hein, plus il est gros, plus il est capable de faire des choses. Par contre, encore faut-il être capable de le nourrir. Il faut avoir suffisamment de données. Si vous voulez entraîner des réseaux qui sont très, très gros, ça va vous prendre énormément de données. Okay? C'est absolument essentiel. Par exemple, au niveau des images, je vous ai parlé à plusieurs reprises de la classification d'images. Dans les compétitions où on classifie les images avec 1000 catégories, je pense qu'ils ont 1 200 000 images pour faire l'entraînement. Donc, ils ont 1 200 000 images pour entraîner le système. Okay? Et les réseaux peuvent, dans ce cas-là, être assez gros. Et on arrive à avoir des résultats épatants.
au niveau de la capacité de ces systèmes-là. Okay? Moi, je m'intéresse beaucoup à travailler avec ce qu'on appelle les langues naturelles, hein, par opposition aux langues informatiques, par opposition au langage de programmation. Les langues naturelles comme le français puis l'anglais. Au niveau du traitement, on peut facilement travailler avec le web au complet. On peut travailler avec Wikipédia au complet, hein, où on a littéralement des milliards de mots, hein, sur lesquels le système peut s'entraîner. Donc, on a des grandes quantités de données, donc on peut avoir des gros réseaux neuronaux. Si ce que vous attaquez, c'est des trucs comme, par exemple, la classification des nombres décimaux avec MNIST, vous pouvez avoir de très, très bons résultats avec des réseaux qui sont plus petits, étant donné que le problème est quand même relativement simple. D'autres questions? Oui? Vous voulez dire le 5 ici? Oui, bonne question. Donc là, ici, moi, je vous ai donné un exemple où je vous ai dit que dans mes données, c'était difficile d'avoir la perfection. C'est difficile d'avoir la perfection au niveau de MNIST. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser qu'il y a du bruit dans les données. On pourrait penser ici que ça, c'est un 3. Okay? Que la personne, elle a écrit on lui a demandé d'écrire un 5, mais c'était un 3. OK? Bon. Nous, quand on a des données qui sont étiquetées comme ça, on appelle ça en anglais the ground truth, donc l'espèce de vérité de base absolue. Okay? Les données viennent comme ça. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a du bruit dans les données. Okay? Il y a du bruit dans les données, et le bruit dans les données, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose dont il faut tenir compte énormément. Okay? Et donc, si vous avez un système et les données avec lesquelles vous apprenez ne sont pas parfaites, ben, votre système, d'une certaine façon, ne pourra pas être parfait. Mais ce n'est pas grave. Okay? On peut entraîner un système avec des données où il y a des erreurs et avoir un système qui va donner d'excellents résultats. Si votre système a relativement peu d'erreurs, ben, peut-être que quand vous allez l'entraîner, il va y avoir relativement aussi peu d'erreurs à l'exécution. Mais ce n'est pas juste ça aussi, ce n'est pas seulement des erreurs, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on fait de l'apprentissage automatique, ce n'est pas seulement les erreurs le problème. Okay? Imaginez par exemple que, je vais revenir ici, j'aime ça cette question-là, c'est une bonne question. Donc, si je reviens à un exemple qui est ici, OK? J'ai aucune erreur dans mes données d'entraînement. Okay? Ici, dans mes données d'entraînement, je n'ai aucune erreur. La banque a bel et bien pris en note que le client numéro 14 ici n'a pas payé. Et ce n'est pas une erreur. Il n'y en a pas d'erreur. Le taux d'erreur ici pourrait, on peut l'imaginer, être de 0 %. OK? Mais est-ce que ça veut dire que je vais avoir un système qui va réussir à faire la prédiction de façon parfaite? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai comme information, c'est l'âge, le salaire et la scolarité. Pensez-vous vraiment que je peux modéliser l'univers au complet, un être humain dans toute sa complexité, dans ses interactions, le changement de la distribution, etc., avec juste ces 3 données-là? Donc là, ici, ce que j'ai, ce ne sont pas des erreurs. Ce n'est pas un problème d'avoir des erreurs. Mon problème, c'est que j'ai accès à une quantité de données qui est totalement insuffisante pour pouvoir prendre la décision. Et donc, il faut que le système se débrouille avec ce qu'il a. Okay? Il faut que le système se débrouille avec les données qu'il a. Et donc, ce n'est pas nécessairement des erreurs. Parfois, oui, c'est des erreurs, mais ce n'est pas nécessairement des erreurs. Souvent, c'est parce qu'il y a une variabilité dans ce qu'on a. On n'a pas toutes les connaissances à notre disposition pour vraiment prendre la bonne décision. Oui, j'ai terminé pour maintenant. Je peux répondre encore peut-être à 1 ou 2 questions, puis après ça, cet après-midi, je vais vous parler de réseau de neurones. Oui? Oui, c'est une question intéressante aussi. Donc là, ce qui se passe, c'est que quelquefois dans ma réponse, je vais répéter la question. Donc, ce qui se passe, c'est que je vous ai parlé d'universalité. OK? Je vous ai parlé d'universalité au niveau des réseaux de neurones. OK? Qu'est-ce que ça veut dire l'universalité? L'universalité, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on peut calculer,
on pourrait le calculer avec un réseau de neurones. Mais là, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut calculer avec un ordinateur n'importe quoi? Et ça, c'est un domaine difficile d'études qui existe là, depuis les années 40, même avant ça, depuis les années 30 en fait. Depuis les années 30, on s'intéresse à savoir c'est quoi la capacité réelle de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur peut résoudre? Et il y a des problèmes qui pourraient nous intéresser, qui sont insolubles, que l'ordinateur ne pourra jamais répondre, ne pourra jamais résoudre. Et il y a des problèmes qui sont considérés comme excessivement difficiles. Il y a des problèmes d'optimisation qui sont considérés comme excessivement difficiles pour l'ordinateur. Okay? Et donc, si en se concentrant sur un problème, on n'arrive pas à avoir de solution parce qu'on considère que le problème est un peu à l'extérieur des capacités même de l'informatique, il ne faut pas s'attendre à ce que le système puisse réussir à partir de données, à apprendre à résoudre ce problème-là. Par exemple, essayez pas d'entraîner un système pour briser un code secret comme AES. Okay? On considère que briser un code comme AES, un code secret qui est utilisé sur Internet, AES, un code pour chiffrer des données, vous pouvez donner des milliards d'exemples où vous avez la clé puis les données, la clé puis les données, la clé puis les données, puis là, vous allez vouloir entraîner votre système à trouver la clé secrète. Vous n'y arriverez pas. C'est un problème qui est tout simplement difficile. Il n'y a pas de technique pour résoudre ce problème-là. Le système ne pourra pas l'apprendre par lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. On pense, on n'est pas sûr, mais on pense que ce n'est pas quelque chose qui peut être fait. Okay? D'ailleurs, vous parlez d'NP complétude, mais tous les problèmes d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatisé, c'est relié avec ce genre de truc-là parce que deviner la bonne valeur pour tous les paramètres, c'est en soi un problème NP complet. Donc, résoudre même l'apprentissage automatisé, c'est un problème qui est NP complet pour ceux que ça intéresse. Oui, une dernière question? Oui. Oui, c'est plus facile. La crypto, c'est plus facile. La crypto, si ce que vous voulez faire, c'est brouiller les cartes, on a des bonnes techniques pour ça, ça fonctionne bien. La cryptographie qu'on appelle symétrique, c'est-à-dire vraiment, là, vous avez une clé secrète, vous voulez encoder un message, vous avez une clé secrète, vous voulez chiffrer un document, c'est pas mal réglé, il n'y a pas de problème, ça va bien, ça se passe bien. Par contre, au niveau d'être capable de faire le contraire, d'aller chercher l'information au niveau de l'intelligence artificielle, puis tout ça, il y a toute une richesse, là, c'est plus difficile. Mais par contre, la cryptographie, c'est plus que ce que je viens de mentionner. C'est un domaine qui est très, très, très actif, la vie privée, tout ça. D'ailleurs, l'intelligence artificielle et la vie privée, il y a énormément de liens entre les deux. Je garde des liens avec des gens qui s'intéressent à ces choses-là, les données confidentielles. Un système d'intelligence artificielle très puissant qui a accès à beaucoup de données pourrait vous connaître, pourrait prédire votre comportement et vous connaître mieux que vous-même. Ça peut être dérangeant dans certains contextes. Oui, une dernière question. Ah, OK. Oui, alors comment on représente les données? Quelqu'un l'a demandé tout à l'heure, puis j'ai oublié de répondre. Une partie de la question que j'avais tout à l'heure, c'est ça, le nettoyage des données et tout ça. Je pense que dans un contexte industriel, dans une entreprise ou dans une institution, par exemple, gouvernementale ou des choses comme ça, une grosse partie du problème qui demande quand même pas mal de ressources, c'est le nettoyage des données, la préparation des données. Il faut avoir suffisamment de données. Il faut avoir des données dans un format raisonnable qui peut être utilisé par le système et tout ça. Et ça demande un certain investissement. Par contre, ça ne demande pas une expertise là, extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut relativement simplement faire ça. C'est juste que ça demande quand même, ça demande du travail, mais ce n'est rien d'absolument complexe. Ce n'est pas très complexe au niveau mathématique ou des choses comme ça. Ça, c'est une bonne partie du travail. Puis après ça, il faut être capable de modéliser correctement quel genre d'approche on va utiliser en apprentissage automatisé, quel genre de réseau on va utiliser, quelle approche. Ça, c'est une autre partie où on a besoin de plus d'expertise au niveau de l'apprentissage automatisé. Mais moi, dans mon contexte que je vous ai présenté aujourd'hui, j'étais toujours dans le contexte où les données sont déjà propres dans le bon format. Alors, je reste ici encore quelques minutes s'il y en a qui veulent me poser des questions, mais on se voit tout à l'heure pour la deuxième partie.